Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures du mois de mars. Si mon organisation se passe bien et suit le plan que j'ai établi, cette vidéo va être publiée un petit peu avant la fin du mois de mars parce que je vais me lancer dans mes lectures de prison qui ne font pas partie de cette update lecture-là. Donc, pas de panique, vous aurez toutes les lectures que j'ai faites en mars, outre les lectures de prison. Donc, j'ai commencé le mois avec Hashtag Sans Tabou de Samuel Champagne. C'est le deuxième tome de cette collection-là. Il s'appelle Coming In. Ce sont 5 nouvelles qui parlent du coming in, soit l'action de prendre conscience qu'on fait partie de la communauté LGBTQIA2SP+. Donc, ce sont 5 nouvelles. On a 5 personnages différents qui ont des réalités complètement différentes. Il y en a que c'est plus facile de réaliser qu'ils sont attirés par le même sexe ou qu'ils sont bisexuels. On a des histoires lesbiennes, homosexuelles et bisexuelles. On a des parents qui font preuve de plus d'acceptation. On a des amis qui semblent plus favorables. On a des personnages qui sont dans le milieu sportif et que c'est plus difficile de se dévoiler. On a des personnages qui sont dans un milieu religieux, donc ça aussi c'est un autre enjeu. Puis il y a des personnages pour qui ça cause pas trop de soucis. Ils ont réalisé qu'ils aimaient quelqu'un du même sexe et ça se passe bien. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, j'aime tellement la plume de Samuel Champagne, je trouve que ça se lit super bien. Tu commences, tu dévores, c'est addictif, c'est facile, fluide, agréable. J'ai rien à dire sur sa plume, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai trouvé aussi que c'était pas trop difficile de transférer d'une nouvelle à l'autre. On s'attache rapidement aux nouveaux personnages que Samuel Champagne nous présente, à la réalité, donc ça prend pas trop de temps d'ajustement. Rapidement, là, on s'en va à une nouvelle et on embarque dans l'histoire. On se mélange pas non plus entre les différentes histoires. Ça, j'ai trouvé ça super bien. Je suis pas une grande consommatrice de nouvelles pour toutes ces raisons-là. J'aime ça lorsque c'est plus long. Mais là, je comprends que l'objectif, c'était vraiment de s'arrêter une fois que le personnage a compris qu'il fait partie de la communauté. Beau personnage, belle écriture, belles histoires. Pour un public jeune adolescent, c'est un ouvrage que je leur mettrais dans les mains. Définitivement, ça démontre différentes façons de découvrir qu'on fait partie de la communauté. Parfois, c'est en étant en contact avec quelqu'un, puis là, on se rend compte qu'on développe des petites choses par rapport à cette personne-là. Parfois, c'est réciproque, parfois, ça ne l'est pas non plus. Donc, il y a vraiment une variété de situations qui peuvent se passer dans la vie. Il y en a un petit peu pour tout le monde. Il y a de tous les chemins faciles, moyens, difficiles et de différentes façons de s'en rendre compte. Donc, définitivement, c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé. Je peux pas dire qu'il y a nécessairement une nouvelle que j'ai préférée par rapport aux autres, mais je pense qu'on aborde différentes thématiques, l'école, le sport, la religion, les petites villes aussi. Donc, oui, très bon ouvrage. J'ai bien aimé relire Samuel Champagne et dans ce format-là. Ma deuxième lecture, c'était D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. C'est la 3e fois que je lis cette autrice. En 2017, j'ai lu Nous et moi. Ça a été un coup de cœur. Elle a fait partie de mes tops de l'année. En 2019, j'ai lu Rien ne s'oppose à la nuit. Ça a été un coup de cœur. Ça a fait partie de mes tops de 2018. Et 2023, je lis D'après une histoire vraie. Et ce qui me fascinait un petit peu, c'est que je m'attendais, comme je vous l'ai dit lorsque j'ai fait ma palle, à ce que ce soit un contemporain. Mais non! Je sais pas si on peut dire thriller, mais il y a définitivement quelque chose de très psychologique. En fait, on suit Delphine de Vigan suite à la publication de son dernier roman Rien ne s'oppose à la nuit, qui a eu un succès monstre, mais elle mettait quand même en lumière sa mère avec ses enjeux de santé mentale et sa famille. Donc, ça a fait comme un clash. Il y a des gens qui étaient pas contents de ce qu'elle a écrit. Ils le disent peut-être pas nécessairement à elle, mais là, elle est rendue à réécrire quelque chose et elle sait pas trop où se lancer. Elle a envie d'aller dans la fiction. Elle a l'impression que l'autofiction slash l'autobiographie, elle a dit ce qu'elle avait à dire pour le moment et elle aimerait ça, cette fois-ci, retourner dans la fiction comme dans Nous et moi. Elle va rencontrer le personnage de L, la lettre L, point, et ça va un petit peu tout faire basculer. Elle va prendre de plus en plus de place dans sa vie, va l'isoler, va s'approprier Delphine
et va s'assurer que personne ne la rencontre jamais, va jouer dans sa tête sur ce qu'elle devrait écrire parce que pour elle, c'est vraiment important qu'elle retourne écrire de l'autofiction, de l'autobiographie, qu'elle retourne écrire sur le vrai. Elle veut pas qu'elle écrive de la fiction, elle trouve que ça manque de goût, elle trouve que y a personne qui veut ça, les gens veulent du vrai. Donc, elle va vraiment beaucoup jouer dans la tête de Delphine et va l'enfiroiper, va faire en sorte qu'elle n'écoute qu'elle soit la personne la plus importante pour elle pendant un bon temps. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cette histoire-là? L'écriture de Delphine de Vigan, ça se lit tellement bien, rapide, fluide, accessible. Il y a aussi des petites perles tout au long de ce livre-là, parce que malgré tout, c'est une réflexion sur écrire des romans de fiction ou écrire sur du vrai avec un petit peu de traficotage. Donc, il y a quand même plusieurs réflexions au travers de ça. On parle beaucoup de l'écriture, du processus, de comment et de quoi écrire, de rituels pour écrire, du bon état d'esprit dans lequel être. Donc, l'écriture prend beaucoup de place au travers de ce livre-là. C'est pas nécessairement mon sujet préféré parce que je veux pas écrire dans ma vie, donc ça m'interpelle pas tant que ça. Mais, malgré tout, là, j'étais dans l'écriture, j'ai beaucoup aimé tout ce qu'elle a écrit, les phrases, la manière que c'est écrit, et ça crée définitivement une addictivité. Parce que dès le départ, on a la perspective de Delphine de Vigan, de notre protagoniste, une fois que tout ça s'est passé. Donc, on ressent, on sent, elle nous dit qu'elle va se faire attraper, qu'elle va se faire isoler par elle. Donc, on a hâte de voir exactement comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle s'en est sortie? On imagine que oui. Donc, ça donne dès le départ un but d'aller plus loin. L'histoire, c'est sûr que je l'ai mentionné sur Instagram, j'aurais peut-être préféré être dans la tête de la protagoniste au présent et non ben, dans le futur, voir sa vision de voici comment j'étais à ce moment-là, voici les drapeaux rouges que j'ai peut-être manqués, voici comment j'ai agi, mais tu sais, aujourd'hui, je me rends compte que c'était peut-être un peu naïf, que c'était peut-être impulsif, dangereux, que je réfléchissais pas, que, tu sais, il y avait des signes d'alerte et que je ne les ai pas vus. Je comprends, mais en même temps, nous-mêmes, on est capable de se faire cette idée-là, puis lorsqu'on lit, même si on est dans la tête de la protagoniste, on peut voir qu'elle peut pas s'empêcher d'aller dans cette direction-là, mais que ce sont des drapeaux rouges et qu'elle n'aurait pas dû réagir de cette manière-là. Donc ça, c'est peut-être la seule petite chose que j'ai à dire à propos de l'histoire, à reprocher, entre guillemets. Il y a comme trois parties. La première, tout ce qui est séduction, c'est la rencontre avec elle et tout ça. La deuxième, ça s'appelle dépression, donc on est vraiment plus dans une noirceur. Et même si ça continue, j'ai senti un petit peu plus de plat. Donc, il y avait des moments qui étaient quand même moins vite et je me demandais si ça allait être un coup de cœur, si où est-ce que ça allait se diriger. J'étais pas trop certaine. Puis la fin, ma foi, ça prend une vitesse. Éventuellement, là, on se sent comme ultra oppressé. On ressent l'urgence de la situation et à quel point c'est hors de contrôle. Donc la fin, ça se lit tellement rapidement. On dévore parce que, mon Dieu, c'est stressant, c'est angoissant, puis on veut tellement savoir comment ça va finir parce que ça va mal, tu sais. Donc, pour l'histoire, j'ai bien aimé la ligne directrice qui a été créée. Je trouve que c'est un bon fil directeur, puis ça donne envie tout au long d'en savoir plus. J'avais tout envie de retourner à ma lecture, puis je tournais les chapitres là, sans m'arrêter. J'avais vraiment envie de savoir ce qui allait se passer avec ce livre-là pour mille et une raisons. Mais l'écriture et comment c'est créé, c'en était vraiment des bonnes. Et la protagoniste, elle est super attachante. On ressent beaucoup de sympathie, d'empathie pour elle dans sa situation que écrire, c'est peut-être pas si évident. Puis elle nous parle aussi un petit peu de toutes ses failles qu'elle avait étant plus jeune, toutes ses faiblesses, toutes les choses auxquelles elle a travaillé pour devenir une adulte, les mécanismes de coping qu'elle a aujourd'hui. Donc on la voit vraiment tout en zone de gris, tout en complexité, en humanité, les trucs qui lui demandent beaucoup d'énergie et comment elle réussit à le faire ou elle le fait aujourd'hui parce qu'elle n'a pas le choix, mais
elle nous dit que c'est compliqué. Donc, c'est une protagoniste qu'on aime vraiment beaucoup et on lui souhaite vraiment que du bien. Donc, ça aussi, ça rajoute beaucoup à l'histoire et au sentiment qu'on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé avec elle. Donc, ça a été, ma foi, une grosse lecture. Je m'attendais pas nécessairement à ça, rendu au milieu, mais à la fin, j'étais comme insatisfaite de la fin parce qu'il y a quelque chose d'un peu ouvert, mais en même temps, on a beaucoup de clés et ça nous donne l'impression de comprendre ce qui s'est passé. C'est une fin, à mon avis, qui va tourner dans ma tête longtemps, qui va m'envahir, qui va rester dans ma tête parce que c'est une fin puissante et j'aime beaucoup ça. Pour avoir un coup de cœur, il faut que la fin soit choc. Il faut que je vive beaucoup de choses. Et oui, la traversée est intéressante, mais le but, la fin, pour moi, c'est important. Si tu me donnes une claque d'en face à la fin, je risque davantage de m'en souvenir. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que ça va se rendre dans mes tops de 2023. L'année n'est pas terminée, hein, on est juste au début, mais ça a été une belle grosse lecture surprenante. Encore une fois, si vous lancez, je vous dirais peut-être pas tant thriller. Oui, parfois il y a des petites vibes, mais définitivement psychologique. J'ai lu Yawandara et la forêt des têtes coupées de Louis-Carl Picard-Sioui. C'est un ouvrage que j'ai acheté parce que c'est justement cet auteur-là qui l'a écrit. C'est un auteur Wendat qui écrit du fantastique dans des communautés autochtones et je l'avais découvert avec les chroniques de Kichiki. J'avais vraiment envie de le relire. Et j'ai vu cette petite couverture-là, je la trouvais super jolie. Même si c'est un ouvrage jeunesse, j'ai décidé de le lire. Donc, on va suivre Yawandara, une jeune fille qui habite avec sa grand-maman. Ils habitent tout près d'une forêt maléfique et à chaque, je ne sais plus si c'est saison ou de façon en tout cas régulière, sa grand-mère doit aller faire des offrandes aux démons de la forêt. Et c'est la seule qui peut faire ça, mais elle commence quand même à ne pas rajeunir et ça devient de plus en plus difficile pour elle. Donc, elle va aller donner les offrandes comme d'habitude, mais cette fois-ci, lorsqu'elle va revenir, elle va vraiment se sentir mal en point et ils ne savent pas trop c'est quoi son mal, comment la guérir. Donc, Yawandara va prendre la situation en main et va aller à la recherche du remède pour sauver sa grand-mère. Donc, c'est un ouvrage jeunesse qui se lit très rapidement. C'est écrit assez gros aussi. On focus sur l'action et on ne s'épanche pas sur des descriptions. On n'a pas le temps. C'est un ouvrage que j'ai bien aimé. On s'attache rapidement à Yawandara. On la trouve courageuse. On aime bien la suivre. Et puis, il y a tout ce volet fantastique aussi qui embarque. Ça se lit rapidement. L'histoire, elle a un but. Donc, on part puis on sait qu'on veut trouver la solution, le remède, si possible, pour guérir la grand-mère. Donc, c'est comme une quête un petit peu qui m'a fait penser au Magicien d'Oz version Wendat. Elle va rencontrer des animaux, il y a un conseil des animaux, et ils vont avoir une grande place dans sa quête et dans sa vie pour aider sa grand-mère. L'écriture est jolie, l'histoire est intéressante, la protagoniste, elle est attachante et la morale, c'est une belle morale à la fin de tout ça. Donc, c'est un petit ouvrage jeunesse qui peut plaire aux plus jeunes. D'ailleurs, ça dit 10 ans et plus ici. C'est peut-être juste parce que dans la forêt, c'est pas gore, mais tu sais, il y a quand même des petits trucs un petit peu moins agréables qui se passent. Mais c'est jeunesse, donc pas de stress par rapport à ça. Les danseurs étoiles parasitent ton ciel de Jolène Ruet, un ouvrage bleu que ça fait longtemps que je dis que je veux lire. C'est un ouvrage où on suit la protagoniste qui se nomme Prunelle. Elle vient de sortir de l'école de ballet, puis elle est comme un petit peu entre deux. Donc, elle espère avoir des contrats dans des bonnes compagnies de danse, mais en même temps, elle est comme en recherche personnelle de ce qu'elle veut, parce qu'elle ne veut pas faire du ballet classique. On dirait qu'elle veut mélanger plusieurs styles. Elle est comme en recherche de son identité en tant que danseuse. Mais elle est aussi un peu prise au travers de son anxiété. Elle est prise parce qu'elle aimerait faire des choses, elle aimerait se mettre de l'avant, avoir des initiatives, puis son mental joue un peu contre elle, le bloque, l'empêche d'y arriver. Donc, elle est un peu comme dans cette situation entre deux,
à vouloir, à espérer, mais en même temps à pas trop savoir exactement qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle espère. C'est un ouvrage qui met le ballet de l'avant-plan. Si vous avez lu Bon chien de Sarah Desrosiers, s'il y avait une suite à ce livre-là, ça serait celui-là, définitivement. Le ballet prend beaucoup de place. Je pense que ça peut être un plus-value pour ceux qui connaissent l'univers parce qu'il y a beaucoup de références et si tu ne les comprends pas, ben ça enlève pas nécessairement quelque chose, mais je pense que ça fait en sorte qu'on est un petit peu moins dans l'atmosphère, qu'on comprend un petit peu moins sa passion à elle, la protagoniste. Si vous connaissez les danseuses de qui elle parle, ou si vous prenez le temps peut-être de regarder sur YouTube les performances dont elle nous parle, ben peut-être que ça va vous aider, mais moi, je suis pas ce genre de lectrice-là. Si je sais pas de quoi ça parle, je prends pas le temps de m'asseoir et de voir. Il faut que j'aie les référents préalablement. Donc ça, c'est sûr qu'au départ, ça m'a un petit peu... ben, tout au long, parce que c'est vraiment très, très présent. C'est omniprésent, le ballet, au travers de cet ouvrage-là. Mais on comprend que ça fait partie de son identité, mais c'est ça. J'aurais aimé ça mieux comprendre. Au départ, entre les chapitres, il y a comme des pratiques à se pratique à faire du ballet. Et là, il y a comme toutes des histoires de position et tout ça. Puis ça, ces chapitres-là, j'ai éventuellement arrêté de lire les lignes parce que je comprenais rien, puis visuellement, j'avais pas d'image de ce qu'elle est en train de faire, demi-pointe, pointe, demi-pointe, position 2, position 5. Donc, j'ai comme commencé à skipper ces lignes-là parce que ça me... En fait, c'était rendu agaçant pour moi, puis je comprenais pas. Mais ça s'est arrêté, une chance, ouais, parce que c'était un petit peu fatigant, là, rendu là. C'est un ouvrage, malgré tout, que j'ai bien aimé. Dans la lecture, je savais pas trop ça s'en allait où, mais on dirait que je me suis pas non plus posé la question. On suit la protagoniste, puis on la trouve attachante, donc on y va avec elle, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'elle fait, mais en même temps, il y a comme pas d'urgence, il y a pas de quête, on est juste comme dans le moment présent, en train de vivre ce qui se passe, de créer des amitiés un petit peu improbables, d'être dans des situations un peu particulière et on sent qu'elle est pas vraiment tout à fait inconfortable. Il y a comme quelque chose de nouveau, puis elle est en train de vivre ça et de voir si elle aime ça ou non. Donc, il y a quelque chose au niveau de l'atmosphère, tu sais, c'est pas une histoire linéaire avec un but, puis à la fin, on veut aller là. Quoique, rendu à la fin, j'ai compris comment ça s'est terminé, le dénouement, et ça a comme remis en place un petit peu toute l'histoire puis le cheminement qu'on a vécu. Donc, j'ai trouvé la fin très satisfaisante à la suite de tout ça. C'est un ouvrage que je voulais continuer à lire. Lorsqu'il était fermé, je me disais, ah, tu sais, je vais retourner à ma lecture. Là. Je veux voir là, où on s'en va, qu'est-ce qui se passe avec Prunelle et tout. Donc, vraiment des belles choses quand même pour cet ouvrage-là. J'avais pas nécessairement des attentes, mais je voulais le lire. Je savais pas que le ballet allait être aussi présent. Mais au final, une bonne lecture. J'ai lu Mort terrain de Biz, qui est le premier livre qui a été publié de Biz. Je l'ai pas entre mes mains parce que j'avais déjà filmé ce segment-là, puis je sais pas ce qui s'est passé cette journée-là. Je marmonne tellement, j'ai écouté tout le footage que j'avais, puis j'étais comme, je comprends rien, je suis vraiment confuse, je parle pour rien dire, c'est pas super intéressant. Fait que j'étais comme, je vais être obligée de le refilmer, mais malheureusement, j'ai déjà ramené le livre à la bibliothèque, donc on va devoir vivre avec la couverture à côté de moi pour 2 livres, parce que c'est les 2 livres que j'avais filmés cette journée-là, et ma foi, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, Mortarin, c'est l'histoire d'un docteur qui s'en va pratiquer à Mortarin, qui est une ville en Abitibi. Il vient tout juste de terminer ses études, puis il s'en va commencer à pratiquer à Mortarin. Il a choisi cet endroit-là parce que son ex, ben, sa blonde vient de le laisser, fait qu'il a comme besoin d'un changement drastique et de s'éloigner. Donc, il va arriver à Mortarin, puis rapidement, il va se passer des situations étranges à Mortarin. Et ces situations étranges, épeurantes, ben, il va y en avoir de plus en plus. Le docteur se rend compte assez rapidement qu'à Mortarin, c'est 2 types de clientèle. Donc, il y a les Blancs et il y a diverses communautés autochtones.
Les Blancs sont majoritairement au chômage. De façon générale, toute la population de Morts-Terrain, c'est des gens avec une pauvre alimentation, avec une santé assez précaire. Il y a beaucoup de malnutrition, il y a de la cigarette et de l'alcoolisme. Donc, de façon générale, pas tout le monde, la santé est vraiment pas leur priorité et ils n'en prennent pas soin. Vu que les Blancs sont au chômage, ils ont entendu dire qu'il y a une compagnie minière qui s'intéresse à Morts-Terrain. Donc, les Blancs désirent vraiment que la compagnie minière vienne s'installer et offre des emplois à tout le monde. Ça va faire en sorte que eux, ils vont au moins avoir une rentrée d'argent et tout ça. Du côté des diverses communautés autochtones, c'est vraiment pas ce qu'ils veulent. Déjà, ils ont été déplacés par les Blancs à plusieurs reprises. Leur territoire est de plus en plus petit. Ça devient difficile de chasser. Ils essaient de garder leur tradition ancestrale et tout, mais ils doivent malgré tout cohabiter avec les Blancs. Et tout ça, c'est quand même sur fond de traumatisme. Il y a plusieurs personnes dans ces communautés-là qui ont vécu les pensionnats. Donc aujourd'hui, ils vivent avec les impacts que les pensionnats ont eu sur eux et ma foi, il y en a eu et ça laisse des grosses traces. En plus de tout ça, c'est sûr que les différentes communautés autochtones ne veulent pas de la compagnie minière à Morts-Terrain, ils veulent pas encore se faire déplacer, mais eux considèrent qu'il y a beaucoup d'effets néfastes au niveau environnemental, donc ça va polluer l'air, l'eau, le sol. C'est pas ça du tout qu'ils veulent. Donc, il y a comme d'un côté ceux qui veulent que la compagnie vienne pour un enjeu économique, pécunier, et de l'autre côté, les communautés autochtones voient plus le volet environnemental. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? Il y a beaucoup de thématiques et je trouve qu'elles sont importantes. Donc, justement, comme je vous disais, tous les enjeux par rapport au fait qu'une compagnie minière viendrait extraire les richesses du sol. Donc, ça, c'est abordé de différents points de vue. Il y a aussi la relation entre les Blancs et les communautés autochtones. On parle des traumas que les communautés autochtones ont vécu, se faire déplacer par les pensionnats. Donc, on a des exemples concrets de personnes, puis on va voir aussi comment ça joue sur leur quotidien aujourd'hui et sur les générations qui ont suivi. Et tout ça est chapeauté par une thématique de l'appât, du gain et du pouvoir. Notre personnage principal, celui qu'on suit dans toute cette histoire-là, c'est un personnage masculin, ma foi, très beige. De façon générale, il n'est pas particulièrement attachant, il n'est pas particulièrement touchant, donc on le suit, mais parce que c'est lui qu'on doit suivre, j'avais pas nécessairement d'affection pour lui. Et même, à quelques égards, je l'ai trouvé complètement déplacé. Il y a une vision des femmes à plusieurs reprises, des commentaires tellement pas nécessaires, déplacés, dépravés. Donc, ça a vraiment été le plus gros moins de cette lecture-là pour moi. Là. Le personnage principal, de un, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas vraiment de qui il est. Peut-être qu'on pourrait argumenter que c'est un peu même pour lui, une recherche, une quête identitaire parce qu'il vient de sortir d'une relation et il est déplacé, dépaysé, donc il vient se rechercher et peut-être que c'est comme ça qu'il vient se reconstruire. Mais je pense pas que les commentaires par rapport aux femmes étaient nécessaires et surtout pas de la manière qu'ils étaient faits. J'ai l'impression que c'était jamais respectueux. Finalement, comme je vous disais, il y a des situations, des événements étranges, gore qui vont se passer. Tout au long du livre, plus particulièrement à partir de la deuxième moitié. Puis il y a comme pas vraiment d'explication, donc c'est pour ça que je m'en vais un petit peu que je trouve que c'est dans le volet horreur, dans le volet paranormal. Moi, c'est définitivement un type qui me plaît pas beaucoup. J'aime pas les trucs sanglants, lorsque les gens commencent à perdre la tête puis ils font des trucs dégueulasse. Je suis un peu froussard, fait que j'aime vraiment pas ça. Donc ça a été le volet qui me plu le moins, mais je sais que ça a un lien avec mes goûts et non nécessairement avec l'appréciation même du livre. J'ai pas l'impression que le livre est moins bon à cause de ça. Je sais que c'est parce que moi, personnellement, ça me plaît pas. Donc, quand même une première découverte de Biz v'là des années. C'est un livre qui a été publié en 2014-2015, donc ça fait quand même presque 10 ans. J'ai lu Biz dans ses trucs plus récents, puis justement, la prochaine lecture que je vais faire, c'est un de ses derniers livres, donc je vais pouvoir quand même voir la progression de cet auteur-là au fur et à mesure des années. Pour une
première publication, j'ai trouvé ça bien. C'est sûr que toutes les thématiques par rapport aux diverses communautés autochtones, aujourd'hui, je préfère lire ça de manière own voice, lorsque c'est quelqu'un qui a vécu la situation ou vit cette situation-là, qui écrit sur les enjeux ou sur les impacts ou sur ce qu'il vit. Donc là, c'est sûr que Biz, ben, il fait pas partie d'une communauté autochtone à ce que je sache. Je pense qu'il a vécu en Abitibi, qui vient de ce coin-là, donc il est peut-être quand même au courant. J'ai pas l'impression que c'était mal écrit, dans le sens que je pense que c'était louable et que son objectif, c'était vraiment qu'on soit sensibilisé aux diverses communautés autochtones puis à ce qu'ils ont vécu. Je pense que c'était ça l'objectif, parce qu'on découvre quand même plusieurs choses par rapport à leurs traditions puis à comment ils vivent. Donc j'ai l'impression que c'était ça l'objectif, mais je pourrais pas dire si c'est bien fait ou non. Donc voilà pour Mort Terrain. On s'en va maintenant avec Anna Caritas de Patrick Isabelle, que j'ai finalement commencé. Donc c'est une série, au final je pense que c'est comme 7 tomes. Le dernier vient de sortir au mois de mars, donc je me suis dit qu'il fallait que je commence cette série-là. On est dans le village de Saint-Hector et ils viennent d'apprendre que Marianne Roberts revient. Suite à son retour, il va se passer plusieurs choses vraiment étranges et terribles. Des gens qui vont commencer un petit peu à perdre la tête, il va se passer des situations hors de contrôle et un peu inexpliqué. Donc, c'est ça que son arrivée à Marianne va créer. Et notre protagoniste, qui s'appelle William, va essayer de comprendre pourquoi les gens sont comme ça, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait en sorte que le retour de Marianne ait cet impact-là. Est-ce que c'est vraiment Marianne qui crée tout ça ou c'est une coïncidence, un hasard, une situation fortuite? Il va essayer de tout comprendre. J'aime beaucoup la plume de Patrick Isabelle, c'est pas une surprise, je l'ai déjà lu préalablement, et je pense que le premier chapitre de Anna Caritas démontre vraiment très bien sa force, parce qu'en un chapitre, il met le contexte, l'ambiance et tout, on comprend comment le village fonctionne. On comprend qu'il y a comme 2 clans au collège Anna Caritas. Il y a ceux qui vont au collège et qui habitent déjà dans le village. Et il y a ceux qui déménagent juste pour venir au pensionnat, pour venir à ce collège-là. Donc, il y a vraiment comme une rivalité un petit peu entre les deux. Les gens n'agissent pas de la même façon, dépendamment si c'est des natifs de Saint-Hector ou qui viennent juste pour étudier, donc qui viennent de l'extérieur. Et aussi, on a toute la mise en contexte de Marianne Roberts. Pourquoi les gens la craignent autant, qu'est-ce qui s'est passé avec elle, pourquoi elle est partie. Et ça fait en sorte qu'on commence le livre et nous aussi, on comprend pourquoi son retour, pourquoi ça a tellement d'impact sur les habitants. Ce que j'ai aimé de ce livre-là, c'est qu'il y a quand même une ligne directrice assez claire. Marianne revient et à partir de ce moment-là, il se passe plein de choses inexpliquées, étranges, weird. Donc, William veut essayer de comprendre, puis ça va arriver aussi à des amis proches de lui. Donc, il va vouloir aider. C'est un peu ça, sa quête, d'arrêter ces phénomènes étranges d'arriver, ou de comprendre qu'est-ce qui se passe pour mettre un terme à ça idéalement. Mais ça ne sera pas nécessairement sa quête au départ, il ne va pas se dire « je veux arrêter ça », mais il va voir que ça dérape et il va essayer de comprendre pourquoi. Et peut-être que Marianne est la clé, est celle qui va pouvoir l'aider. On verra bien. C'est sûr que le fait que c'est un premier tome, on n'a pas toutes les clés. À la fin du tome 1, il y a certaines choses qui sont résolues, mais pas tout. Puis on n'a pas toutes les nuances, on ne comprend pas tout. Il y a encore des choses qui ne sont pas résolues. Puis on n'a pas toutes les clés en main pour nous-mêmes essayer de comprendre ce qui se passe. C'est sûr que je suis pas une grande fan de paranormal, horreur, puis de ce que je comprends, c'est que ce sont souvent des univers où on n'a pas nécessairement les clés, qu'à la fin, on ne pouvait pas nécessairement se dire « Ah, j'aurais pu comprendre ce qui se passait ». Donc j'ai un peu l'impression que c'est ça qui se passe. J'étais un petit peu on the edge par rapport au fait de savoir si j'allais continuer la série, parce que le volet paranormal, ben, tu sais, même dans Mort Terrain, puis là, dans Anna Caritas, je commence à comprendre que c'est pas ma tasse de thé
et qu'il y a quelque chose là-dedans que j'aime pas trop, les démons, les possessions, les exorcismes. Donc, je me suis dit pourquoi je continuerais alors qu'il y a quand même un enjeu au niveau littéraire qui me plaît pas personnellement. Mais en même temps, sur papier, lorsque je regarde la note que j'ai mise dans mes fichiers Excel confidentiels, elle est quand même bonne parce que j'ai rien à lui reprocher. Les personnages étaient intéressants, le personnage de William. C'est sûr que on n'a pas vraiment beaucoup d'attache pour l'instant à son petit groupe. William, je l'ai bien aimé. Je trouve que c'est un adolescent typique, complexe, sensible. Mais c'est surtout, je pense, Marianne que je trouve fascinante et que j'ai hâte de voir qu'est-ce que l'auteur va en faire. J'ai trouvé qu'il a bien fait en sorte que défaite certains préjugés qu'on peut avoir par rapport à ce type de personnes-là. Donc, tu sais, au niveau des personnages, j'ai rien à lui reprocher. L'ambiance, l'atmosphère, c'était vraiment très bien. On avait une histoire avec une ligne directrice claire. Ça donnait envie de tourner les pages et tout. Donc, j'ai pas rien à lui reprocher. C'est juste le fait que moi, personnellement, je suis pas tant une bonne personne pour le paranormal. Je suis pas un bon public. Donc, c'est ça. Là, on parlait avec Sylvain, parce que Sylvain l'a lu un petit peu avant moi, puis là, j'étais en train de faire aussi une lecture commune avec Catherine, qui l'avait pas lu non plus. Donc, Catherine de Grumpy Cat est en train de le lire. Mais là, en parlant avec Sylvain, il me dit que les gens avaient leur tome préféré et que les tomes 2, 3, 5 revenaient plus souvent. Donc, je me suis dit, bon, j'ai loué le 2, puis je vais y aller, puis je vais voir ce que ça va donner. J'ai quand même beaucoup d'intérêt, particulièrement pour le personnage de Marianne. Donc, on verra si c'est assez pour contrebalancer l'aspect paranormal que j'aime pas. Mais sinon, c'est vraiment une bonne série jeunesse et young adult. Je peux comprendre pourquoi les gens aiment, parce que s'ils aiment ce type de lecture-là, s'ils aiment ce genre littéraire-là, ben je pense que c'est tout indiqué pour vous. Et finalement, ma dernière lecture du mois de mars, L'angoisse du poisson rouge de Mélissa Véro, qui est une lecture que je voulais faire en même temps que Sylvain Desmenti. Eh bien, mauvaise nouvelle, je l'ai abandonné et Sylvain aussi l'a abandonné. D'ailleurs, chose que je ne savais pas, peut-être qu'il me l'a dit puis que ça m'a passé 10 000 pieds par-dessus la tête, mais c'était la 3e fois qu'il essayait de lire ce livre-là. Donc, de ce que j'en ai vu, j'en ai lu 162 pages sur 400 à peu près. Il y a comme 2 histoires en parallèle. Il y a l'histoire de, oh mon Dieu, Manu, j'allais dire, j'ai encore oublié son nom. Il y a l'histoire de Manu qui a un poisson rouge et qui le perd. Et en faisant des recherches pour retrouver son poisson rouge, elle va rencontrer Fabio. Et de ce que je comprends avec la 4e de couverture, il y a comme une histoire d'amour qui va se développer entre les deux. Et de l'autre côté, la portion que j'ai lue le moins pour l'instant, c'est une histoire d'amour, mais avec les grands-parents de Fabio, donc Sergio et Luisa, si je me trompe pas. Et on est pendant la Deuxième Guerre mondiale parce que Sergio il a été envoyé pour combattre. Je sais pas comment ça continue, je sais pas, j'imagine qu'on retourne à Manu éventuellement. Moi, j'ai lu toute la partie avec Manu puis Fabio puis leur rencontre. Là, j'étais rendue dans la partie de la Deuxième Guerre mondiale. Je m'attendais pas du tout à ça. La première partie, j'ai trouvé ça étrange, mais c'était divertissant. Tu sais, une fille assez libre sexuellement qui perd son poisson rouge. Donc, c'est comme étrange, c'est weird à lire, puis là, elle met des affiches, puis elle cherche, puis elle va rencontrer des gens. C'est une personne assez particulière, donc je peux pas dire que je me suis attachée à elle, mais je la trouvais somme toute divertissante. Puis il y avait un petit quelque chose de comme, il est où son poisson rouge? Est-ce qu'il a déjà existé? Est-ce que c'est ça le but de l'histoire? Je ne sais pas. Donc, malgré tout, lorsque j'étais dans sa portion à elle, j'étais pas accrochée, mais je trouvais ça divertissant. C'était quand même hors de ce que je lis d'habitude. Puis lorsqu'on est rentré dans la Deuxième Guerre mondiale, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout à un volet historique. Et j'étais comme pas dans le mood pour ça. D'ailleurs, j'en ai lu beaucoup des romans sur la Deuxième Guerre mondiale de tous les points de vue, d'un Italien, d'un Polonais, des Juifs, des nazis, je sais pas trop. J'en ai lu énormément, d'un pianiste, d'un tatoueur. Donc, j'étais vraiment pas dans le mood pour ça. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Donc, j'ai commencé à lire le chapitre où on suit, le chapitre, la partie où on suit Sergio. Et là, je pédalais solide. Là. Ce qui était
pas nécessairement dans mes cordes au début, mais divertissant, était rendu lourd. Et je voulais pas aller dans cette lourdeur-là, j'étais pas prête à ça, j'avais pas envie de lire ça. Donc, j'ai texté Sylvain, puis j'étais comme, moi, j'arrête. Finalement, je l'ai soulagé lui aussi parce qu'il a arrêté lui aussi. Donc, ça termine comme ça mon mois de mars. Ben, pour les lectures hors de la prison, parce que là, je rentre dans ma prison qui ne sera pas dans cette vidéo-là. Donc, un DNF par mois, à peu près, c'est ma moyenne, c'est pas si mal. On verra ce que le mois d'avril me réserve. Ça va être un mois assez intense. Si vous avez vu la vidéo de Sylvain au mois d'avril depuis 4 ans, c'est le Readathon Booktube Québec et cette année, on fait un voyage dans le temps. La prochaine vidéo, ça va être ça. Ça va être ma pile à lire avec mes livres, avec l'année que j'ai choisie. Soyez prêts, parce que je ne sais pas si je vais être prête pour cette aventure-là. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.